Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par la Chambre de commerce britannique sur le thème Gestion de risque en entreprise, approche et meilleures pratiques. En effet, les entreprises aujourd'hui évoluent dans un environnement en perpétuelle mutation. Au Maroc, ce contexte est particulièrement marqué par des défis multiples, des événements imprévus et des évolutions économiques, technologiques et réglementaires. La gestion des risques n'est plus simplement une composante opérationnelle, mais une nécessité stratégique soulignée par la capacité du tissu économique à faire face à des chocs variés. Dans ce contexte, il devient impératif pour les entreprises marocaines de développer une approche proactive de la gestion des risques. Cela englobe la capacité à anticiper les risques potentiels, à mettre en place des mécanismes de surveillance efficaces et à ajuster rapidement les stratégies aux réponses au changement de paysage des affaires. Dans la même mesure, la transformation technologique qui bouleverse nos modèles économiques apporte aussi son lot de nouveaux défis, notamment en matière de cybersécurité. Les dirigeants d'entreprises sont confrontés à la nécessité de comprendre ces risques émergents et de mettre en place des stratégies de gestion appropriées pour assurer la sécurité de leur organisation, de leurs clients et de leurs produits. Pour les entreprises marocaines, la gestion des risques insère de plus en plus dans la pratique de ces dirigeants, impliquant également une culture d'entreprise axée sur la gestion de risques, où tous les acteurs sont impliqués et responsabilisés. Pour mieux décrypter les défis et les enjeux qui s'imposent avec la plus grande acuité, nous avons aujourd'hui un panel d'intervenants que je remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Asma Hajami, directeur général à la Société Générale du Maroc, qui nous apportera une vision globale et stratégique de la gestion des risques. Monsieur Hicham Boularba, fondateur de Harris Financial, qui mettra en lumière les aspects opérationnels et financiers de la gestion des risques. Et je remercie également M. Zakaria Fahim, expert comptable et commissaire aux comptes, avec qui nous explorerons les dimensions comptables et réglementaires des risques d'entreprise. Avant de passer la parole à notre modérateur, je tiens à remercier tous nos partenaires pour leur soutien inestimable et leur engagement. OCP, Spirit AeroSystems, Qtubia, Société Générale, Africa Gaz, Africa SMDC. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Micro, Karim. Ton micro, Karim. Ça marche mieux avec le micro, comme on dit habituellement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ici à la Chambre de commerce britannique pour le Maroc. On remercie son président, Stéphane Orr, de nous accueillir. Alors, on disait justement à l'instant avec le président de Richam, eh bien, les entreprises au Maroc évoluent, vous savez, dans un environnement en mutation constante, caractérisé donc par des événements imprévus et aussi des défis multiples. La gestion des risques n'est plus simplement une composante opérationnelle, mais elle est une nécessité stratégique et donc elle est soulignée par la capacité aussi du tissu économique à faire face à des chocs variés. Alors dans ce contexte, il devient aujourd'hui impératif pour les entreprises marocaines de développer une approche proactive de la gestion des risques. Cela englobe évidemment la capacité à anticiper les risques potentiels, à mettre en place des mécanismes de surveillance efficaces et ajuster rapidement les stratégies en réponse au changement du paysage des affaires. Alors pour en savoir un peu plus, eh bien, nous avons le plaisir, comme nous le disait tout à l'heure le président Orr, d'accueillir Madame Asma Hajami, directeur général chez Société Générale Maroc. Asma Hajami, bonjour. Bonjour. Nous accueillons également Hicham Boularba, qui est donc founding partner chez Harris Financial. Bonjour Hicham. Bonjour. Et enfin, Zakaria Fahim, Managing Partner BDO au Maroc et Head of Global Advisory. C'est Zakaria, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation.
Alors, je rappelle qu'avec vous, on verra peut-être aussi comment résistent les TPE et les PME marocaines justement à cette gestion des risques. Mais tout d'abord, la première question s'adresse à vous, Madame Asma Hachami, directeur général chez Société Générale Maroc. Quels sont les principaux critères et méthodologies que vous utilisez pour évaluer le risque associé aux clients et à leur projet de financement? Merci Karim et d'abord merci pour votre invitation, merci pour cette opportunité qui nous a donné de participer à ce webinaire et d'échanger avec Si Hicham et Si Zakaria et avec vous-même. Moi j'insiste aussi sur ce que vous venez de dire et effectivement il est très important de rappeler l'importance de la gestion des crises, notamment dans le contexte actuel. Je pense que c'est des sujets souvent qui sont pas très attractifs en entreprise, c'est pas des sujets très visibles, très commerciaux, très ANBI. Et donc, pour autant, ils sont fondamentaux, encore plus dans le monde d'aujourd'hui, dans un contexte économique et géopolitique global qui est très perturbé en perpétuel changement et transformation. C'est important aussi d'avoir un travail très sérieux et humble de capacité à identifier les risques, les différents types de risques, parce que les risques sont mouvants, ils sont pas statiques, ils bougent énormément dans un monde en total changement. Et enfin, malgré tout ça, et ce qui devient vraiment l'enabler le plus fort, c'est cette culture de risque. Parce que c'est ce qui permet de driver les deux premiers axes. Plus on a de sensibilité, d'awareness au risque, plus on va être en mesure d'aller les modéliser, les identifier, regarder quand ça se produit et essayer de les éviter à l'avenir. Et sur un plan individuel, parce que votre première question, c'est celle-là, qui est comment on arrive à gérer et à modéliser les risques pour un client sur un projet donné, sur une opération donnée. Je pense que c'est important de comprendre aussi que dans la mesure du possible et dans la mesure des moyens qui nous sont mis à disposition, on essaie d'avoir une analyse 360 du projet objet du financement, avec comme axe majeur d'analyse notamment le critère numéro 1, qui est l'utilité du projet. Et l'utilité de l'activité du client qui est objet du projet de financement. Le secteur d'activité et l'environnement d'affaires global dans lequel opérera l'entrepreneur ou l'entreprise sont extrêmement importants parce que des fois, il y a des barrières à l'entrée, il y a des conditions réglementaires, il y a des fois des protections douanières ou autres, il y a la compétition soit locale, soit internationale en fonction de l'activité dans laquelle on opère et l'environnement des affaires qui est le nôtre. Il y a bien évidemment le risque physique, le risque climatique. Donc tous ces éléments-là sont analysés dans la mesure des moyens qui nous sont mis à disposition. Bien évidemment, tout dépend des secteurs d'activité, du track record qu'on peut avoir sur un certain nombre d'activités et de ce que peut apporter l'entrepreneur ou le porteur du projet pour pouvoir nous éclairer sur cette analyse-là. Il y a les capacités managériales et le leadership de l'entrepreneur qui sont extrêmement importants. C'est pas parce qu'on a un très beau projet qu'on fera une très belle entreprise. Et encore plus dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'on modélise un business plan, mais la réalité fait que les éléments du business plan sont souvent remis en cause parce que ça change en perpétuelle transformation. Les conditions d'affaires bougent énormément. La compétitivité peut changer également. La capacité de financement et la capacité à lever des fonds, parce que pas imaginer de financer à 100% des projets, il y a qu'une partie qui doit être financée par l'entrepreneur lui-même ou par d'autres mécanismes, notamment étatiques, qui peuvent compléter ça, ou par d'autres mécanismes de levée de fonds. Et on a vu récemment des nouveaux mécanismes au niveau du Maroc en termes d'equity, notamment le fonds Maritis pour l'investissement. Je pense que ce sont des éléments extrêmement importants qui permettent aussi d'apporter des éclairages et des instruments complémentaires et donner une assurance raisonnable à la capacité à financer un projet dans des conditions qui sont acceptables. La réactivité et l'agilité, et ça rejoint le leadership et la capacité à entreprendre dans un monde qui change énormément. Et puis, bien évidemment, la qualité des actifs de l'entreprise et le track record en termes de comportement payeur de celui qui pose le projet. Donc, j'ai essayé de résumer, mais vraiment de manière très synthétique, les éléments clés d'une analyse d'un dossier de financement. Et bien évidemment, chaque dossier est différent et les activités ne sont pas du tout similaires ni identiques. Donc, voilà ma réponse à votre question sur une gestion individuelle d'un dossier. On parlera par la suite des autres questions un peu plus systémiques et un peu plus holistiques. Alors justement, concrètement, comment la Société Générale se prépare-t-elle aux risques systémiques potentiels qui pourraient affecter tout le système financier, comme les crises économiques globales ou les cyberattaques? Merci Karim. Et moi, si je vous donne une réponse
cartésienne pour dire on est préparé, on a tous les éléments, je vous raconterai des histoires. Ça n'existe pas, il n'y a aucun modèle qui permet de le faire. Je pense que le premier exercice à faire, c'est de dire en face de quel risque on est exposé aujourd'hui. Et de quel risque on parle? On parle de risques économiques globaux, on parle de risques géopolitiques, risques climatiques, risques physiques. On parle aussi de risques qui peuvent toucher des groupes homogènes, de type immobilier, bâtiments, travaux publics, par rapport à des crises de groupes homogènes ou des secteurs particuliers. On peut parler aussi du stress hydrique qui peut toucher l'agriculture ou l'agrobusiness. Donc ça, ce sont des modèles de crise globale, soit globale à l'échelle de la planète, soit globale à l'échelle d'une région ou d'un pays, parce que ça touche un secteur particulier dans le cadre d'un contexte particulier. Tous ces éléments-là sont modélisés dans ce qu'on appelle les stress tests. Donc on les modélise, on leur donne des dimensions un peu extrêmes, parce que c'est des modèles stressés, c'est pas des modèles business as usual. Et en face de ces stress tests, on définit quelle est la résilience de la banque qui porte un portefeuille de crédit sur ces contreparties-là. Là, je parle du risque de contrepartie. Et auquel elle doit faire face en cas de crise extrême pour pouvoir avoir les mécanismes de réponse, de rétablissement, d'adéquation de fonds propres et autres mécanismes pour y faire face et continuer à accompagner l'économie et à garder confiants tous ces stakeholders et toutes ces parties prenantes. Il n'a pas que le risque de contrepartie, bien évidemment. Dans une entreprise, on peut parler aussi de risque stratégique. Si on n'a pas la bonne stratégie, si on n'a pas pris les bons axes de transformation des modèles, et on voit bien notamment dans le secteur financier comment les risques stratégiques sont importants et seront encore plus importants à travers les politiques de désintermédiation des monopoles et des agréments sur un certain nombre d'activités, les fintechs qui vont arriver avec de nouvelles offres, une agilité, des segmentations de marché et des ciblages de marché qui correspondent à l'ADN de l'entreprise, à sa capacité à les servir. Parce qu'on ne peut pas être bon partout, il va falloir choisir aussi ses combats. Donc ces risques stratégiques sont réels, notamment pour l'industrie financière, et je pense qu'ils sont également réels pour pas mal de secteurs clés de l'économie, tels que l'énergie, les transports et j'en passe. Ce sont des risques qui sont extrêmement importants, ce qu'on appelle les risques stratégiques. Les risques non financiers, et quand je parle de risques non financiers, c'est notamment les risques qui sont pas liés à des risques de contrepartie, ou risques de crédit, notamment le risque opérationnel dans une dimension très large, qui peut être le risque d'exécution, le risque informatique, le risque cyber ou autre. Et pour une banque en particulier, on parle aussi des risques structurels, c'est-à-dire les équilibres des bilans et la gestion de l'ALM. Donc tous ces risques-là, ils sont définis par différentes catégories, sont encadrés par ce qu'on appelle un risk appetite statement et un risk appetite framework, qui définit le cadre de risque dans lequel on opère, la modélisation du scénario central et des scénarios stressés, et les seuils qu'on considère étant des seuils d'appétence, des seuils d'alerte, des seuils de risque ou des seuils de risque maximal qu'il faut opérer par différents mécanismes. Et je tiens à rappeler qu'en étant une institution financière et une banque, on est extrêmement régulé par la Banque centrale du Maroc à ce titre-là, puisqu'on a des mécanismes de type stress test selon différents scénarios unitaires ou combinés, notamment le risque cyber, mais on peut avoir aussi un risque cyber combiné à un risque géopolitique ou un risque hydrique ou autre. On a toute une modélisation de notre capacité à affronter ces risques-là en calculant les capitaux nécessaires pour faire face à ces risques-là, ce qu'on appelle l'ICAP, donc l'adéquation des fonds propres aux risques qu'on modélise, et les niveaux d'appétence qu'on définit. Et on a aussi le plan de rétablissement, de redressement en cas de crise extrême, qui permet aussi de modéliser des stress tests très forts et de voir les moyens de rétablissement de telle manière à assurer la résilience du système financier, parce que c'est la préoccupation majeure, évidemment, des régulateurs, mais aussi des actionnaires et des stakeholders. Parce qu'étant une activité de financement de l'économie, on est porteur de manière intrinsèque et non négociable d'un risque. Il ne s'agit pas d'avoir le risque zéro, ça n'existe pas. Mais il s'agit d'avoir une exposition au risque, tout facteur confondu, qui reste acceptable et dans les zones d'appétence. Et enfin, et c'est pas pour focuser là-dessus, je pense qu'on en parlera par la suite, on a quand même le risque cyber, qui est un risque générique, toute activité confondue, s'il fallait m'en parler juste à l'instant,
et par rapport auquel mon menteur serait celui qui dit qu'il le maîtrise parfaitement, parce que le risque lui-même se sophistique chaque jour plus que la veille. L'ingénierie sociale est très, très, très évoluée, et les nouvelles technologies leur permettent encore aujourd'hui plus qu'hier de devenir très sophistiquées et très évoluées. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je voulais juste vous donner un éclairage global. On pourra revenir sur des points précis si vous le souhaitez. Alors justement, oui, vous avez bien fait de l'évoquer avec la digitalisation croissante du secteur bancaire. Quelles nouvelles menaces et opportunités en matière de gestion des risques avez-vous aujourd'hui identifiées? Moi, la question, elle est à multiples aspects, hein. Le risque cyber, il peut toucher un client qui lui-même ça peut donner lieu à une défaillance, et donc ça donne lieu à un risque de contrepartie. Est-ce qu'il y a un crédit et il y aura une capacité à honorer les crédits, les engagements? Donc il y a cet aspect-là de relation entre banquier et client, et le risque peut toucher les clients. C'est pour ça, si Zakaria reviendra là-dessus, et peut-être aussi si Hicham, qu'il est très important d'avoir une très forte sensibilité sur ces risques-là, parce que ce sont des risques matériels, réels. Je vous donnerai tout à l'heure quelques chiffres. Ils sont glaçants sur comment le Maroc est soumis à ces attaques-là, et comment on est quasiment les premiers en Afrique en termes de ciblage de ces attaques-là. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est une réalité qu'on ait une géographie assez ciblée par les risques cyber. Et il faut que l'ensemble de nos institutions, l'ensemble que nos administrations, l'ensemble de nos entreprises puissent se protéger contre ce risque-là. Il est réel. Il en est de même pour les particuliers qui peuvent aussi subir des risques d'ingénierie sociale et d'attaques sur leurs applications mobiles ou par de l'ingénierie sociale autrement que l'appli mobile. Donc ça, c'est vraiment important de l'appréhender aussi dans cette vision-là. Le deuxième élément, ça peut toucher aussi des partenaires, et par voie de conséquence, ou des prestataires de services, ça peut aussi avoir une contagion sur la banque. Et puis, nous, en tant qu'entreprise, en tant que grande entreprise, et bien évidemment, on peut être une cible à des attaques, parce qu'à chaque fois qu'il y a des attaques, évidemment, il y a l'ingénierie sociale et la capacité technologique qu'il y a derrière, les failles qui sont utilisées, mais aussi l'attractivité de la cible en termes de gains financiers potentiels, qui est le but même de cette attaque-là, hein. Je rappelle que 90% des attaques, c'est vraiment des besoins financiers et de récupération de fonds. Il n'y a que 10% qui sont des besoins d'espionnage ou de divulgation d'informations non financières et non monétisables. Et donc, partant de là, c'est très important de se protéger. Et pour se protéger, il est important d'avoir un cadre de référence global, où on définit de manière assez humble et assez évolutive, parce que la menace évolue, les natures de menaces auxquelles on est exposé, que ce soit une menace d'indisponibilité, une menace de cryptage des actifs, une menace de fuite d'informations, une menace de fuite de fraude au président, ou autre nature de menaces qui sont aujourd'hui de plus en plus diversifiées. Il y a aussi les menaces de type déni de service qui peuvent toucher aux applications exposées. Et évidemment, plus on a investi dans le digital, plus on a exposé de services, plus on est objet d'une attaque potentielle par rapport à laquelle il faut se protéger. Il faut protéger toutes les parties prenantes. Le cadre de référence international est très sophistiqué, il permet d'évoluer également, au même niveau que, peut-être un peu en retard par rapport à l'évolution de l'ingénierie sociale, parce qu'elle est toujours en avance par rapport à l'évolution du cadre de référence. On voit très bien dans les référentiels NIST internationaux qui donnent des baromètres de protection. Chaque année, ils sont mis à jour parce que la menace a évolué. C'est des sujets aussi de culture, parce que quand bien même on a mis en place tous les outils, tous les mécanismes de protection, si les équipes ne sont pas sensibilisées au risque cyber, ils peuvent cliquer sur un malware et se voir crypter leur poste de travail. Donc un sujet de sensibilité globale, un sujet de dispositif de cadre de référence, l'existence de différentes lignes de défense au niveau du métier qui affronte, au niveau des lignes de défense niveau 2 avec les contrôles, au niveau des équipes audit, au niveau des RSSI et des équipes aussi de SOC. Le Maroc met en place un CERT pour protéger aussi un peu tout ce qui est gov, et je pense qu'il faut l'élargir un peu davantage à plus d'acteurs, de telle manière à faire bénéficier l'ensemble des parties prenantes nationales à cela. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, mais on reste très humble par rapport à cette problématique-là, parce qu'elle est extrêmement complexe, extrêmement sophistiquée et extrêmement mouvante, et il faut investir en permanence
notamment dans les outils, notamment dans la data et notamment dans la sensibilité et l'awareness au risque. Merci Asma Jami, vous restez évidemment avec nous pour la partie débat de ce webinaire. Je vais quand même passer maintenant la parole à Hicham Bourlaba, qui est donc founding partner chez Harris Financial. Si Hicham, bonjour. Et quels sont les principaux risques financiers, selon vous, que les entreprises doivent anticiper et comment peuvent-elles les mitiger ou plus ou moins les atténuer? Ok, je vous remercie Karim pour déjà l'invitation. Alors, je rejoins Madame Asma par rapport au contexte global. Il est important de rappeler le contexte avant de répondre à la question. En fait, on est dans un contexte d'une volatilité extrêmement élevée. On a connu depuis le Covid à aujourd'hui une crise Covid, une crise sortie Covid, une crise ukrainienne, une crise géopolitique qui s'en est suivie. Et aujourd'hui, encore, les marchés sont extrêmement tendus. Et dans ce contexte, les risques de change et des prix des matières premières deviennent en fait une vraie priorité. Et ça en va de l'instinct de survie pour certaines entreprises. Alors, au Maroc, de quoi on parle? On parle d'un risque de change auquel sont exposées toutes les sociétés concernées par des opérations d'importation et d'exportation. Et certaines ont des dettes en devises, surtout des établissements publics et des offices. Et on parle d'autres entreprises qui, de par leur activité, sont concernées par des risques matières premières. Alors, matières premières, ça peut être énergétique, le gasoil, le fioul, le charbon. On parle de céréales, oléagineux, autres produits agricoles, mais également les métaux précieux et non ferreux. Et donc, toutes ces entreprises, aujourd'hui, elles peuvent anticiper en fait une montée en charge de la sensibilité de ces risques et sur des horizons courts, mais également une deuxième vague qui est en 2026 sur le risque de change parce que c'est la flexibilisation du dirham. Donc aujourd'hui, le Walid Bank Maghreb associe les prochaines étapes de flexibilisation à plus de volatilité. Il invite toutes les entreprises et tous les acteurs à s'y préparer. Donc pour résumer, on est sur des risques qui sont amenés à évoluer en intensité. Il faut l'anticiper et il faut s'y préparer. Alors, d'après votre expérience, Hicham, quelles sont les approches les plus efficaces pour adapter les stratégies de gestion de risque aux besoins spécifiques d'une entreprise ou d'un secteur donné? Alors, par expérience, une gestion de risque est quelque chose qui doit être construit d'une manière vraiment sur mesure. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer des meilleurs standards, pas forcément internationaux, parce qu'on a des bons standards au Maroc également. On va s'inspirer de ces standards. On va s'inspirer, en tout cas acquérir de la compétence, donc soit par des recrutements ou du conseil ou la proximité avec les banques. Mais il faut faire un travail pour bâtir quelque chose de propre, d'aligné avec ses valeurs et d'aligné avec sa gestion. Et pour cela, il faut faire un travail de diagnostic, parce que si on parle par exemple d'un risque de change, il faut vraiment se poser les bonnes questions pour voir de quelle manière on est impacté par le risque de change, à partir de quel moment, jusqu'à quel moment. Et il ne s'agit pas de dire juste je suis importateur, donc je suis en risque contre la hausse des prix, parce que cette version simpliste d'aborder le sujet peut amener à créer du risque là où il n'y a pas. Et après, et je rejoins en fait tout à l'heure la discussion qu'on a eue avec M. Zakaria, il faut vraiment bâtir quelque chose d'interne, c'est-à-dire que aligné à la manière de conduire le business, aligné à la version au risque de l'entreprise, c'est-à-dire je peux être dans une logique purement industrielle, bon père de famille, et dire moi je veux défendre un certain nombre de références, que ce soit des prix matières premières ou des cours de change, et les marchés ne m'intéressent pas, c'est-à-dire c'est pas mon métier. Comme d'autres peuvent dire en fait non, ça fait partie de mon business. Beaucoup d'entreprises, cette sensibilité des prix de change et des matières premières représente plus de 70% de la sensibilité de leur charge. Donc, ça devient en fait un vrai sujet
souvent discuté en conseil d'administration, en présidence. C'est-à-dire, c'est pas en fait un petit sujet. Et à partir de là, il faut poser les moyens en conséquence. Et donc, si je dois insister sur un point, il faut faire du sur-mesure. Il faut vraiment construire une politique propre à l'entreprise, qui soit réfléchie et qui soit débattue avec tous les acteurs clés de l'entreprise, le commercial, le chargé du pricing à l'export, la direction des achats, le financier, le trésorier, bien sûr le management, pour bâtir quelque chose de vraiment sur mesure. Et c'est là où on est sûr d'avoir une bonne politique de gestion de risque. Et bien entendu, comme j'ai parlé tout à l'heure de nervosité des marchés, je parle de évolution du régime de change marocain, il faut prendre le temps de revisiter cette politique. C'est-à-dire que schématiquement, on va bâtir une politique, on aura un cadre de gestion, on aura une charte de couverture, donc on fait un terrain de jeu avec des règles, on va se doter de moyens pour mettre du contrôle sur ces règles, donc on va faire travailler l'audit interne, par exemple, ou d'autres structures de contrôle au sein de l'entreprise pour qu'il n'y ait pas des accidents de parcours. Et une fois qu'on a posé tous ces éléments, il faut se donner des rendez-vous annuels ou semestriels pour revisiter, pour rechallenger cette politique de couverture, politique de gestion de risque, parce qu'effectivement, il y a des hypothèses de travail qui évoluent avec le temps, mais il y a aussi des hypothèses dictées par le marché qui évoluent également. Donc, il faut vraiment que chaque entreprise fasse ce travail et qu'il n'y a pas en fait de politique plug and play, ça n'existe pas. Et à partir de là, il est normal que dans un secteur, on trouve 2-3 entreprises qui opèrent dans le même secteur, la même activité, et qui aient des manières différentes d'aborder le risque de change, des manières différentes d'aborder la gestion des risques des prix de matières premières, au même titre qu'elles ont des politiques commerciales différentes, des politiques marketing différentes et des politiques d'achat différentes. En mute, Karim, ton micro, Karim. Il vaut mieux le laisser tout le temps ouvert. Oui. Voilà, il était assez ouvert pourtant. Alors, je disais donc que lorsque l'on parle aujourd'hui d'innovation financière et technologique, comment ces dernières peuvent-elles renforcer la résilience des entreprises face aux risques? Ok, alors pour répondre à la question, je vais séparer les deux innovations. En fait, je vais parler d'innovation financière et après toute la partie technologique, digitale et le reste. Alors, sur l'innovation financière, quand il s'agit de risques simples, généralement, les produits simples font l'affaire. D'accord? C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas vocation à aller chercher la complexité parce que quand on gère des risques, ça n'induit pas, en fait, ça n'implique pas uniquement la personne qui les gère. C'est toute une chaîne de valeur qui est une chaîne qui intègre des éléments de contrôle, de la comptabilité, et tous ces gens doivent être familiers avec ce qu'on utilise. Maintenant, effectivement, quand on est sur des marchés complexes ou quand on a des risques complexes, l'innovation financière permet de structurer des solutions qui répondent de manière idoine et en fait à la problématique. Et là, on structure à travers les dérivés des solutions vraiment sur mesure sans aller chercher la complexité, c'est-à-dire qu'on ne va pas compliquer pour compliquer, mais effectivement, l'utilisation des dérivés peut être une vraie solution et apporter des solutions un peu plus sur mesure. Sur la partie digitale, on a un mouvement à l'international, mais également au Maroc, de digitalisation de cette gestion des risques. Et c'est là aussi pour des risques simples, c'est un plus, mais pour des risques complexes ou beaucoup de lignes de risque, en fait, ça devient vraiment indispensable. Pourquoi? Parce que quand on veut faire des backtests, quand on veut introduire des outils et des indicateurs de pilotage de risque extrêmement précis, on a besoin de digital. Quand on veut faire travailler toute la communauté en fait impliquée dans le risque, c'est-à-dire que les achats, les commerciaux, la trésorerie, la direction financière, le management, le contrôle, l'audit interne et tout,
on a besoin de digital parce qu'effectivement, on a besoin que l'information arrive vite, qu'elle soit précise, qu'elle soit auditable. Et pour ça, il faut du digital. Et quand on est aussi sur des risques complexes, le digital permet en fait de gagner en précision et il permet effectivement de piloter des indicateurs qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que quand on pilote des values de risque, par exemple, pour quantifier qu'est-ce que je peux perdre face à des simulations de marché, à des stress tests, là, il n'y a que des outils robustes qui peuvent répondre aux besoins. Et donc, aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises marocaines qui, effectivement, qui vont dans ce sens, qui utilisent l'innovation financière pour répondre à leurs besoins de gestion des risques financiers et qui s'équipent de plus en plus d'outils pour porter en fait toute cette gestion. Alors, dans un Peut-être, contexte... Karim, si tu permets, Oui, juste oui, pour compléter ce que tu viens de dire, Hicham, à l'instant, je pense qu'il y a vraiment effectivement un sujet de modèle opérationnel dans l'entreprise et qui traverse toutes les fonctions de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on veut partir sur des innovations et qu'on veut être sur des solutions sophistiquées, ça peut pas être le souci d'un département, ça doit être vraiment une problématique qui traverse l'organisation, notamment sur la collecte de données et sur l'alignement stratégique global de toutes les fonctions de l'entreprise. Ça d'une part. D'autre part, quand on part sur les innovations financières, on peut faire appel à des acteurs de marché tels que des acteurs spécialisés, des banques, des salles des marchés, mais c'est hyper important aussi de développer les skills au niveau de l'entreprise qui permettent de choisir les bons instruments qui sont adaptés aux besoins précis de l'entreprise sans forcément commencer par le produit le plus sophistiqué. Ça peut commencer par des petits instruments, de s'entraîner, de monter la compétence en entreprise avant de choisir des produits très sophistiqués et très vraiment sur mesure. Juste pour compléter ce que vient de dire Hicham à l'instant. merci Asma Jabi pour la pertinence de votre intervention. Alors j'ai toute une dernière question en fait pour Hicham Bourlaba. C'est dans un contexte globalisé, comment voyez-vous la collaboration internationale en matière de gestion des risques pour les entreprises marocaines et leurs partenaires étrangers? Alors, je vais juste reprendre l'histoire. On a un marché de change qui a été créé en 95-96. Aujourd'hui, surtout les dernières années, il a énormément gagné en efficience et, parce qu'on prépare d'autres étapes. Et bon, c'est pas le sujet. Je peux effectivement donner tous les arguments qui caractérisent ce gain d'efficience, mais on a un marché de change qui répond largement aux besoins des entreprises marocaines aujourd'hui. D'accord. Sur les marchés internationaux de matières premières, 2004, l'Office d'échange avait publié une circulaire et Banque Maghreb les modalités d'application. Globalement, on a réglementé l'accès des entreprises marocaines à tous les marchés matières premières mondiaux pour couvrir leurs risques, bien sûr pour des besoins de couverture. Alors, ceci m'amène à dire que aujourd'hui, pour ce qui est d'exécuter des couvertures, les entreprises marocaines n'ont pas besoin de leurs partenaires étrangers. Là où ça peut être utile, c'est plus un transfert d'expertise. C'est-à-dire si l'entreprise marocaine, à travers soit son actionnariat ou des partenariats plus business, elle est adossée à des entreprises qui ont plus de profondeur, de maturité en termes de gestion de risque, elles peuvent s'inspirer en fait du vécu, d'accord, donc de best practice. Elle peut aussi s'en inspirer ou utiliser ces entreprises pour former leurs équipes sur ces manières de faire. Et on a vu par expérience certaines entreprises marocaines qui ont vu des entreprises internationales rentrer dans leur capital, comment ces entreprises arrivent avec des guidelines en termes de gestion des risques extrêmement précises, extrêmement exigeantes et qui les amènent effectivement à revisiter, à revoir complètement leur manière de faire. Donc dans ce sens, oui, on peut s'en inspirer, mais j'insiste sur ma première réponse. Il faut vraiment que la gestion de risque soit quelque chose de sur mesure, adapté à son environnement, adapté à sa manière de gérer et adapté aussi à ses RH. Donc, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que on va utiliser ces partenaires pour nous tirer vers le haut, si c'est un bon modèle. On va les utiliser peut-être pour
un transfert d'expérience et d'expertise vis-à-vis vers nos équipes, mais le travail doit rester un travail personnalisé et le faire porter par une organisation, mais vraiment locale, pour lui donner en fait une robustesse et surtout pour que ça puisse durer dans le temps. Merci Sidi Hicham, vous restez évidemment avec nous pour la partie débat de ce webinaire. Je vais passer maintenant la parole à Zakaria Fahim, donc Managing Partner BDO au Maroc, Head of Global Advisory. Zakaria, pardon, bonjour. Quelles sont selon vous les principales catégories de risques auxquelles les entreprises marocaines doivent faire face aujourd'hui, notamment dans un contexte économique en constante évolution? Merci. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, donc le risque est d'abord, il faut le voir comme une opportunité. Donc, entreprendre, c'est déjà prendre des risques. Et tout entrepreneur sait que dès qu'il active son projet, il se met dans une zone de turbulence qui fait un peu palpiter un peu le cœur et qui fait l'adrénaline de l'entrepreneuriat. Sinon, on fait autre chose. Donc, je pense que ça, c'est déjà à l'échelle de l'entreprise. Après, on va redescendre et puis remontrer que c'est aussi un sujet qui est aussi macro, puisqu'effectivement, le Covid l'a encore rappelé, que la gestion de la crise, elle est multidimensionnelle. Et j'ai la chance donc d'avoir eu accès, donc BDO a lancé une étude en 2024 sur ce qu'on appelle le Global Risk EMEA et donc Afrique. Et ce qui ressort, c'est intéressant, c'est par rapport à ce que disait tout à l'heure Asma sur cette partie contexte mondial, en Afrique, il y a à peine 67% des leaders qui considèrent le contexte mondial comme étant une crise contre 84%. Et moi, j'ai toujours en rigolant, est-ce que c'est parce qu'on est souvent déjà dans la crise, par définition, qu'on n'a pas la sensation que la crise arrive, donc on ne fait pas le différentiel, ou est-ce qu'on n'apprend pas? Donc, on pourrait avoir les deux. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'a priori, on est souvent confronté à des crises structurelles et on est, sur le continent, on adopte une vision plus positive et proactive des risques. Puisque comme on est déjà dans la frugalité, on est, je dirais, il faut s'en sortir. Très souvent, on a une capacité de réponse à la crise qui est beaucoup plus importante à ce niveau-là. Ce qui est aussi intéressant dans cette évaluation des risques, c'est qu'on voit aussi que, et ça a été dit tout à l'heure, 80% de nos entreprises sur le continent ressentent une saturation à la gestion des cyber-risques. C'est-à-dire qu'on sent on s'est beaucoup développé. Quand vous regardez la map aujourd'hui sur le digital, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, on est à plus de 120% sur Internet, plus de 200% sur le mobile. Donc, on est très digital, mais on n'a pas accompagné toute la partie cybersécurité, toute la partie sécure qui fait que, effectivement, ça a été dit peut-être tout à l'heure, Asma reviendra sur le nombre d'attaques, pourquoi on est attaqué. Donc, très souvent, un des pays, parce qu'on a la chance d'avoir une entreprise qui fait de la cybersécurité, et quand on regarde le socle, la map, d'où viennent les risques, très souvent, ils viennent du Nigeria. Donc, on a des pays qui sont grands, qui sont très touchés parce que dès que vous devenez un pays attractif, donc on pourrait se dire, on est devenu un pays attractif parce que vous n'êtes pas attaqué pour le plaisir, c'est souvent on va vous rançonner, on va essayer de mettre votre data je dirais, à la partager donc à votre insu. Donc il y a une façon de dire, on devient sexy, et donc pour la rançon de la gloire, c'est qu'effectivement, il y a plus de risques pour nos entreprises, et donc il va falloir effectivement les accompagner à grandir. Et on a vu des initiatives portées par les opérateurs, les banques qui font aussi du plaidoyer, qui font de la sensibilisation pour dire voilà, ne donnez pas votre mot de passe, des choses aussi simples, parce qu'effectivement la première, et on reviendra tout à l'heure, pour la gestion des risques, il y a toujours le triple A, c'est effectivement anticiper, s'adapter, transformer, et c'est ce cercle vertueux qui doit être toujours porté. Toujours dans ce rapport, on identifie que 45% des dirigeants identifient la solvabilité financière des clients comme un risque clé. Et là, on retrouve mes PME, mes TPE. Vous savez qu'avant la loi sur les délais de paiement,
plus vous étiez petit et moins vous étiez payé très tôt. C'est-à-dire qu'on arrivait, selon l'étude de nos amis sur les délais de paiement, on arrivait à 226 jours quand vous étiez une TPE, 119 jours quand vous étiez une PME et à moins de 90 jours, voire même 60 quand vous étiez une grande entreprise. Bon, c'est vrai que la loi sur les délais de paiement, j'avais la chance quand j'étais en président de la commission, donc on avait beaucoup poussé pour réduire ces délais et puis aller, je dirais, pour rétablir une certaine justice et équité, parce qu'il y avait de la discrimination, parce que vous savez, bon, c'est pas ce qu'on va dire, on dit souvent on ne prête qu'aux riches, mais souvent quand vous êtes une PME fragilisée qui sort d'une situation où tout n'était pas toujours dans les comptes et donc il faut se rétablir, ben effectivement, la banque gérant l'épargne publique ne peut pas prêter quand vous n'avez pas aujourd'hui tous les ingrédients pour démontrer que vous êtes capable de rembourser ou vous êtes seulement capable de fournir la bonne data pour que la banque puisse je dirais, y répondre. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant qui ressort maintenant, c'est aujourd'hui tout ce qui est ESG, tout ce qui est environnement, à l'échelle des pays, mais aussi à l'échelle des entreprises. Et on le voit, quand une PME, on va l'accompagner à l'international, la première chose, c'est qu'on va l'accompagner effectivement dans son innovation à, je dirais, à jouer en Champions League et donc à intégrer la dimension environnement, à avoir les fameuses certifications. Et c'est là où on dit qu'il faut rappeler aux PME que innover, que se mettre en conformité avec certaines règles doit être vu comme un investissement et pas comme un coût, parce que très souvent, quand vous remplissez des conditions pour aller à l'export, à l'international, ben, vous élargissez votre marché et souvent vous vendez plus cher et vous encaissez plus vite. Parce que en Europe, on est à des délais moins de 30 jours. Donc, vous avez une propension à réduire la pression sur votre trésorerie. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Un autre chiffre qui est aussi intéressant, qui rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, 74% des entreprises en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, considèrent les risques systémiques, tels que les crises économiques, les cyberattaques, comme étant la priorité dans leur stratégie. C'est-à-dire qu'avant, il y a encore 3 ans, vous posez à un CEO, c'était quoi votre risque le plus important? La cybersécurité n'était pas toujours dans le top 3, elle était dans le top 5, top 6. Aujourd'hui, elle est dans le top 1, parce qu'il sait que dès que vous avez un système d'information intégré, vous arrêtez le système, vous êtes mort. C'est-à-dire que vous n'avez plus de business. Donc, beaucoup d'entreprises considèrent qu'ils ne peuvent plus se permettre d'opérer sans que le digital ne fonctionne. Et donc, ça, c'est devenu aussi quelque chose de très important. Pour peut-être reterminer sur ces risques et après, donc peut-être donner la main. Donc, j'ai pas pris la présentation pour rester dans la dynamique un petit peu d'échange et la présentation pourra être partagée après par la Chambre. Ce qu'il faut aussi, et on a maintenant quelques chiffres, et cette étude le montre, en Afrique, hein, donc on considère qu'une cyberattaque, ça c'était à l'échelle internationale, on considère que pour la découvrir dans une entreprise, si vous avez été bréché, aux États-Unis, on considère que ça prend minimum à peu près 280 jours pour trouver que vous avez été attaqué. Et on considère que plus vous êtes dans des pays moins structurés et moins vous avez de chances de le déceler plus tôt. Donc, entre le moment où vous avez une attaque et le moment où vous la décelez, très souvent, les dégâts sont faits. Je ne parle pas on vous pique votre téléphone, mais quand une entreprise apprend que son système a été bréché, et on a vu aux États-Unis des grandes entreprises qui ont été bréchées, notamment par des hackers, ils ne savent pas encore si c'est chinois ou russe, qui sont rentrés dans l'une des plus grosses plateformes de cyber centralisées pour le compte d'entreprises telles que Boeing, des organisations gouvernementales, et ils ont chiffré, ils l'ont découvert après à peu près 180 jours, et on parle de plusieurs trillions de dollars. C'est-à-dire que ce qu'ils ont pris comme information, parce qu'il y avait des brevets, parce que quand vous prenez l'information, elle n'est pas que financière, c'est aussi
des choses, de la data, etc. Et donc, il semblerait que c'est des choses qui ont été prises. C'est pour ça que quand on va parler tout à l'heure des recommandations pour gérer les risques, maintenant les banques sont en train de s'y inscrire. C'est crypté de façon quantique aux États-Unis, maintenant ça commence en Europe. Toutes les entreprises sensibles doivent être cryptées quantiques, puisqu'on considère que avant on disait avec une SSL vous êtes protégé pour déplomber votre SSL, il fallait 100 ans ou 200 ans, voire plus. Aujourd'hui, il paraît qu'il y a quelques heures. Avec un ordinateur quantique, en quelques heures, vous n'avez plus rien. Donc maintenant, une note est passée dans toutes les grandes entreprises aux États-Unis sensibles pour qu'elles soient cryptées quantiques. Je sais que le Maroc commence à y travailler et certainement ça va venir. On veut devenir un hub sur la santé. Vous savez que la santé, vous avez la data des gens, de l'information très, très, très sensible. Donc, si vous voulez faire venir des personnalités, venir des gens d'un peu partout, si c'est que demain, son grain va être sur quelque part, il ne viendra pas chez vous. Et donc, c'est tout ça pour dire que la gestion des risques, c'est pas que des mots, c'est des opportunités de business très importantes. Peut-être je terminerai pour ça et pour ne pas caractériser. Zakaria, si vous me permettez, je ne vais pas vous parler de gestion des risques, mais gestion de votre diaporama. Il faut prononcer le mot magique. Hein, c'est le mot slide. Donc, pour avoir le slide suivant, il faut dire suivant ou next. Non, mais moi, j'ai dit, je vais arrêter les slides pour rester dans l'interaction et plutôt le partager, parce que comme tout le monde s'inscrit dans un échange, c'était plus sympa que je reste aussi dans l'échange. Donc, le support sera partagé, mais je voulais rester dans le support. Quelque chose aussi intéressant, peut-être qu'on sous-estime souvent, mais qui est aujourd'hui la clé dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le plan de continuité d'activité. Et qu'on soit, je dirais, 100% informatisé, qu'on ait juste une petite solution ou pas, la logique de continuité de business est importante. Regardez, quand le Covid est arrivé, des entreprises qui faisaient de la restauration, qui avaient commencé à signer des partenariats avec nos amis, les livreurs, qui avaient monté une petite plateforme pour du delivery, ont perdu le présentiel, mais ont augmenté avec le distanciel parce qu'ils étaient saturés. Ceux qui n'avaient pas effectivement innové en disant, ben voilà, je vais commencer à faire du delivery, je vais faire une petite plateforme avec une page pour pouvoir partager ce que je fais, ben, ils s'en retrouvaient fermés et effectivement pendant des semaines, des mois, voire certains ne sont jamais réveillés. Regardez une boîte comme Richborn par exemple. Quand il y a eu le Covid, après la COP22, beaucoup d'entreprises, notamment dans le textile, ont innové dans leur matériel pour être aux nouvelles normes. Et le fait d'avoir investi dans des nouvelles machines a fait que quand le Covid est arrivé, ben, ils ont pu fabriquer des masques et des blouses. Et le business, ils sont devenus leaders, donc ils ont développé de nouvelles niches et ils ont gagné de l'argent là où les autres étaient par terre. Donc, ce qu'on appelle l'antifragilité, parce que maintenant on ne parle plus de résilience, et c'est ça aussi l'intérêt de la gestion des risques pour nos entreprises et notamment pour nos PME. Moi, j'ai toujours la force d'une PME, c'est qu'elle voit toujours ce que les grands souvent ne voient pas parce que ils sont proches du terrain. Donc, ça leur donne parfois, je dirais, une longueur d'avance par rapport aux grands qui, à force de voir macro, parfois oublient le détail. Donc, après, c'est avoir la bonne distance. Comme on dit, il faut savoir être et agriculteur et chasseur, donc savoir un peu, et c'est un peu toute la puissance de la diversification pour ne pas se retrouver à faire uniquement une seule activité. Donc ça aussi, ça fait partie de la gestion des risques, notamment pour revenir à nos PME et comment elles peuvent toujours gérer aujourd'hui ces risques. Et peut-être le point d'or avant de faire l'atterrissage, c'est le digital, même si j'ai parlé de cyber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la PME, elle fait de la pro sans le savoir. Quand vous êtes sur votre mobile, quand vous êtes sur votre laptop, vous êtes déjà dans un monde qui est digitalisé. Donc, et l'expliquer à nos TPE. Maintenant, on a des opérateurs qui proposent des solutions pour se protéger.
Donc ça coûte pas cher et ça permet effectivement d'appréhender ce monde qu'on ne maîtrise pas, parce que très souvent l'entrepreneur n'a pas été formé. Maintenant, il va falloir effectivement l'accompagner. Et bien sûr, le dernier levier, et ça a été dit tout à l'heure, c'est effectivement la formation continue de nos entrepreneurs, bien sûr, et de leurs équipes, et tout l'écosystème. Regardez aujourd'hui, quand Mazen, quand aujourd'hui vous avez Tangemed qui apporte avec leur infrastructure des solutions, ben, ils permettent aux entrepreneurs de réduire le coût. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des coûts d'énergie plus faibles que la Chine. Le Maroc aujourd'hui a des coûts industriels en termes d'énergie plus faibles. Qui aurait pensé ça il y a encore quelques années? Ben, le fait d'avoir dit, ben voilà, j'ai le soleil toute l'année, j'ai pas le pétrole, j'ai un autre pétrole, ben et donc c'est pour ça que la gestion des risques est souvent un travail, je dirais, un peu comme le tango, ça se joue à deux, c'est le privé et le public, c'est l'entrepreneur et ses équipes, c'est vraiment une vue à 300 degrés et quelque chose de collaboratif, et bien sûr, où il faut anticiper, et bien sûr, moi je dis toujours, le risque, quand vous le voyez comme une opportunité, j'ai pris l'exemple de Richband, on a pris l'exemple aujourd'hui de Mazen, ça vous permet de rester innovant, ça vous permet de ne pas mourir, c'est-à-dire que quand il y a un problème, vous toussez et vous vous relevez parce que vous avez toujours un coup d'avance. Donc c'est ça un peu la gestion des risques, c'est l'intuition est importante chez un entrepreneur, mais ça reste aussi la gestion des risques, c'est un métier. Donc s'entourer, quand on ne les a pas en interne, on va chercher des partenaires, on s'outille, on forme ses équipes. Et bien sûr, on fait en sorte d'être dans une spirale qui soit, je dirais, d'amélioration continue, qui passe par l'humilité de dire, je fais mon métier, qui est effectivement de gérer mon métier et les risques qui sont liés. Et puis, une fois que je les ai appréhendés, c'est pas toujours moi-même la solution. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que il faut avoir la map de ces risques, mais pas forcément penser qu'on peut être celui qui va les résoudre. C'est-à-dire qu'après, il faut faire appel. Il y a des risques qu'on peut assurer. Pourquoi, quand j'ai une assurance, je vais m'atteler à mettre une muraille alors que je peux effectivement les mettre devant moi et dire ce risque-là, je vais l'assurer. Et donc, il y a maintenant des choses qu'on ne pensait pas assurer. Aujourd'hui, la partie cyber-attaque, ça s'assure. Donc, quand vous êtes en entreprise et vous pensez que vous avez ce type de risque, je vais penser à l'assurance, mais au préalable, je vais d'abord circonscrire ce qui est sensible pour déjà mieux le protéger, et après, effectivement, considérer que ça peut être couvert. Donc, voilà un peu ce qui est important, qu'on soit une PME, une grande entreprise. On a besoin effectivement d'avoir un pilote dans l'avion et de s'entourer de gens plus compétents que soi de façon générale sur tous les points pour pouvoir rester devant et ne pas avoir peur de dire que le risque, de façon générale, est une opportunité. J'étais une fois dans un pays subsaharien et je passe par un petit bled et je vois une barge qui passe et je dis mais tiens, vous êtes encore avec une barge? Et le pont à côté s'est affaissé, les gens du village ont relancé la barge, ils ont remonté et ça a permis aux gens qui étaient sur l'autre rive de continuer à faire le business. Et c'est cette antifragilité qu'on retrouve un peu partout qu'il faut mettre en exergue. C'est pas forcément antifragile, être 100% digital, être sur une autre planète, en fait, sur la planète Terre, être vraiment quelque chose de très simple, mais avoir toujours un coup d'avance. Et le plus important, c'est avoir un coup d'avance par rapport à son concurrent, quoi. Alors, je vais faire appel à vos compétences, Zakaria Fahim, en matière d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Selon vous, comment les réglementations comptables et financières influencent-elles aujourd'hui la gestion des risques? Et existe-t-il aussi des obligations légales spécifiques que les entreprises doivent respecter pour minimiser leurs risques? Vous voulez que je vous répète la question, Zakaria? Zakaria, tu es en mute. Ah, pardon, j'ai bien entendu, je dis toujours en rigolant. Donc, quand j'ai démarré l'associatif, chaque fois qu'on arrivait, on dit il est expert comptable, on lui donne la trésorerie, il est trésorier. Et je dis toujours que les experts comptables, c'est comme des chiffres et des lettres.
Mais c'est clair que l'enjeu financier reste in fine le point final. Ce qu'on dit toujours à une entreprise, et c'est pour ça que maintenant on a des administrateurs, parfois des administrateurs indépendants, c'est parfois vous avez ce qu'on appelle une entreprise too big to fail. C'est pas que les banques qui sont pour moi une PME dans une région peut être too big to fail. Donc les enjeux pour se protéger, ben, souvent une entreprise. Merci Zakaria, hein. Merci pour le clin d'œil. C'est vrai, mais c'est vrai, hein, on est dans une, on pense que on identifie les grandes entreprises comme étant too big to fail et on a aussi beaucoup de nos PME qui sont dans cette, et qu'il faut regarder. Heureusement que les banques aujourd'hui, on le voit, commencent à accompagner beaucoup de PME et commencent à, notamment sur un des risques aujourd'hui, vous avez parlé des risques pour moi systémiques dans beaucoup d'entreprises, c'est la problématique de non-transmission de l'entreprise. C'est un enjeu exponentiel. Si vous regardez aujourd'hui les entreprises, moi ça fait 12 ans que j'accompagne les entreprises familiales, vous reprenez les entreprises dans le textile, vous allez voir des entreprises, bon maintenant il y en a qui ont innové, qui ont transformé, mais je parle des autres, vous allez dans une usine, leur patrimoine c'est l'immobilier. Vous entrez dans une usine où il y avait 2000 personnes, on vendait de la minute, on n'a pas suivi, on a raté le coche des petites séries, on a raté le coche d'être parce qu'il n'y avait pas de relève pour des raisons XY, et à un moment donné, on a des entreprises qui sont passées de 2000 salariés, 200, 100, et personne ne les voit mourir. Donc un des risques aujourd'hui, c'est vous parlez de sur quel point il faut mettre le levier. Moi, c'est un des leviers de dire comment aujourd'hui on sécurise la continuité à travers la transmission. Et souvent, les banquiers tirent les warnings, mettent un crédentiel, on parle des risques quand il n'y a pas de transmission pour dire attention, vous êtes le capital, vous êtes 90% de la valeur de cette entreprise. Bah pour nous, vous êtes un risque aujourd'hui, vous n'êtes plus une opportunité. Vous avez 70, 75, des enfants ne sont pas là, vous ne faites rien. Pour nous, vous êtes un risque. Donc, souvent, les risques financiers sont dans l'absence d'utilisation d'outils, mais sont aussi dans la concentration de la valeur entre les mains d'une ou deux personnes. C'est-à-dire que quand on parle de déconcentration régionale, mais même dans les entreprises, il faut qu'il y ait une équipe. Vous savez, Maradona a gagné la Coupe du Monde tout seul, mais il n'y avait que Maradona qui a pu le faire. Dans toutes les équipes, il faut que chacun soit à son poste pour que vous puissiez gagner. Donc, pour revenir un peu à la loi, qu'est-ce qu'elle a fait et heureusement, elle a mis en place la fameuse loi sur les délais de paiement qui sont un vrai levier qui a permis de réduire le risque peut-être financier d'appréhender les gens qui ne peuvent pas honorer leurs engagements parce que maintenant il y a des warnings, que vous soyez entreprise publique ou privée, on a mis du temps pour que ça se mette en place, mais maintenant c'est devenu un cercle vertueux parce qu'effectivement, si je vois que je ne peux pas honorer un engagement, je ne le prends pas. Donc, on va faire en sorte de ne pas vivre au-dessus de ses moyens, on va faire en sorte de solliciter son partenaire banquier, s'il faut investir pour rééquilibrer, ne pas trop s'endetter et avoir un effet de levier qui soit optimal. Donc, la partie aujourd'hui légale, de par ce dispositif, de par, on est en train de parler demain déjà sur le public, de la facture numérique, c'est aussi des outils qui viennent indirectement protéger un peu tout l'écosystème de collapse parce qu'il permet tout de suite d'appréhender ceux qui ne peuvent pas. Et au lieu d'attendre cet effet cavalerie, on les appréhende le plus en amont. Dernière question, Zakaria Fahim. Oups, micro coupé. Voilà, vous m'entendez. Je disais donc, dernière question, quels sont les principaux facteurs qui permettent à une entreprise de devenir résiliente face aux crises? Donc, la clé de la clé, c'est ce que j'appelle le triple A, c'est anticiper, s'adapter, transformer. Donc, pour anticiper, effectivement, il faut faire de la veille. Donc, vous savez, on pense toujours que la veille coûte cher. Aujourd'hui, on a des outils qui viennent chez vous. Vous avez aujourd'hui accès à des outils comme Google Alert qui ne coûtent rien du tout. Donc, vous avez maintenant de la base de données au ministère de l'Industrie et du Commerce. Vous avez la CCG qui apporte
aujourd'hui. Donc, je crois que vraiment le plus important, c'est être à l'écoute de tout ce qui se passe, parce que très souvent, ce qui manque à nos entreprises, notamment à nos PME, c'est l'accès à l'information. On a l'impression qu'ils ne sont pas sur le bon canal. Et après, parfois, certains viennent pleurer pour dire j'ai pas eu l'information, mais je dis toujours, si vous allez à l'aéroport et vous voulez prendre un bateau, il y a un problème. Donc, il faut accompagner ceux qui le veulent, et en même temps, il va falloir que nous aussi, les décideurs, ceux qui se posent la bonne question, est-ce que aujourd'hui on est au bon endroit, au bon niveau? Donc effectivement, les clés, c'est bien sûr, comme j'ai anticipé, s'adapter, transformer donc le risque en opportunité, faire de la formation continue, ne pas avoir peur de se dire que je peux avoir des vulnérabilités et les transformer en force. Moi, tout à l'heure, j'avais voulu qu'on passe une petite vidéo sur Spike et Tom, Tom de Tom et Jerry, et on voyait comment le Tom va mesurer, il voit le risque du chien, il dit ben voilà, le chien, il a la laisse, elle arrive là, il tire un trait et il commence à le narguer, et l'autre n'arrive pas, il lui donne un bâton, et le bâton, au lieu de taper, il devient un instrument qui va pouvoir transformer. Par contre, ce qui est intéressant à la fin, c'est pour rester en veille, le chien, il a compris, il avait vu qu'il avait mis une ligne à quel niveau il pouvait ne pas le toucher, et il avance le trait. Et la ligne, c'est de dire, attention, il faut toujours rester en update et, comment dirais-je, suivre ces risques et les updater. C'est-à-dire qu'un risque aujourd'hui n'est pas le même demain. Et donc, si vous continuez à penser que ce qui vous est arrivé hier, il va vous arriver demain, ben vous êtes sûr que vous allez mourir en bonne santé. Donc ça aussi, c'est important. Bon, on l'a dit, donc la formation, l'innovation, pas forcément technologique, mais l'innovation. Et bien sûr, profiter de tout ce que le Maroc a mis en place. Moi, pour la petite anecdote, j'ai initié sous le Covid, c'était aussi, ça on dit toujours, ce qui vous tue pas vous. J'ai dit, ben, qu'est-ce que je pouvais faire pour revenir un peu à la transmission? J'ai fait mon premier roman que j'appelais Hub Africa, et je l'ai traduit en arabe, Hub Africa, pour dire aujourd'hui, pour entreprendre, il faut aimer l'Afrique, et derrière, je partage un ensemble de choses, dont ce qu'on est en train de dire. Comment faire en sorte de transformer des risques en opportunités? Comment faire en sorte de promouvoir un volet, quand on parle de gestion des risques, une notion très importante qu'on retrouve un peu partout, c'est créer la confiance. La confiance dans mon système, la confiance. Aujourd'hui, moi, je vois des gens de la diaspora qui nous jalousent d'être ici au Maroc, alors qu'avant, ils pensaient que c'était pas très smart. Aujourd'hui, beaucoup veulent venir, c'est-à-dire qu'on a un actif immatériel qu'il faut valoriser. Et cet actif immatériel, bah, on a vu tout à l'heure, génère aussi des risques de jalousie, des risques de voisinage, donc des risques un peu qu'il faut appréhender. Et c'est, je pense, ces niveaux de warning qu'il va falloir toujours focuser. Donc, pour finir aussi, j'ai parlé tout à l'heure des assurances, ne pas les sous-estimer. Et je dis toujours à mes clients, la meilleure assurance, c'est celle que je n'utilise pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir une assurance, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans un mur. L'assurance, c'est je définis un risque, je dis ce risque-là, je peux me couvrir, il va me permettre de me protéger. Je fais en sorte de prendre la bonne assurance, qui le jour où j'en ai besoin, je la trouve. Parfois, vous avez des gens qui signent, ils ne savent même pas ce qu'ils ont signé, et le jour où ils ont un problème, il y avait le dernier alerte qu'ils n'ont pas vu. Donc, c'est important. Il y a des risques qui sont couverts, donc il faut les couvrir. Et bien sûr, s'entourer toujours, je l'ai dit toujours, de gens plus compétents que soi. Ça vous permet de rester, quand vous êtes un entrepreneur, de rester en veille. Et bien sûr, parce que quand vous inspirez, vous êtes inspiré, c'est, je pense, un des volets qui répond à comment un patron d'entreprise, comment un entrepreneur peut continuer à faire grandir et son entreprise et ses équipes. Merci Zakaria Fahim. Alors si vous permettez, puisque nous avons de nombreux participants à ce webinaire, je vous propose de prendre quelques questions parmi nos participants. Et première question, je vais l'adresser
Asma Hajami, et elle a été un petit peu évoquée à l'instant par Zakaria Fahim. Comment la formation continue, selon vous, peut-elle aider l'entreprise à prévoir et bien gérer ses risques? Merci Karim et merci pour cette question. Moi, je ne la mettrai pas spécifiquement que sur le registre de la formation continue, je la mettrai vraiment sur la question du capital humain au sens le plus large, c'est-à-dire, comme vient de le dire Zakaria à l'instant, savoir amener du sang neuf, savoir amener des compétences nouvelles, gérer à la fois la compétitivité à isoparamètres, mais gérer aussi le risque stratégique dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que le risque stratégique, c'est aussi le positionnement dans la chaîne de valeur globale, qu'elle soit nationale ou internationale, et comment on se différencie. Et ça, forcément, on a besoin de compétences, on a besoin d'expertise dans des métiers particuliers, et pas que le digital. Hein. Ça peut être vraiment des sujets industriels, des sujets d'expertise, des sujets de métier. Alors, on peut le faire en allant chercher la compétence en externe, donc comment on peut le faire en faisant évoluer nos équipes, et ce serait très vertueux, notamment par des processus d'upskilling, de reskilling des compétences, et ça existe, pas mal d'entreprises le font, parce que des fois, il y a quelqu'un qui avait dit, un patron d'entreprise qui avait dit à son DAF, enfin, ou le DAF qui avait dit à son patron d'entreprise, ça me coûtera trop cher la formation. Et le patron lui dit, bah, ça te coûtera encore plus cher de ne pas former tes équipes. Et réellement, c'est celle-là la question, former au sens large, promouvoir le capital humain, identifier les compétences clés, savoir les chercher ou les former en entreprise, et c'est un double effet à la fois social et en culture d'entreprise. Induire aussi et impulser une culture d'innovation et d'entrepreneuriat à l'intérieur de l'entreprise et pas uniquement au niveau du chef d'entreprise. Et ça, c'est vraiment la prise d'initiative, le questionnement, la remise en cause des modèles opérationnels, des business models. C'est ce qui permet de continuer à exister, continuer à être compétitif. Nous sommes confrontés à multiples enjeux. Zakaria vient d'en parler, c'est le sujet du risque stratégique et de l'enjeu majeur de la compétitivité, avec un repositionnement mondial des chaînes de valeur, on le voit. Nous, on peut en tirer profit en ce qui concerne le Maroc, parce qu'on a cette proximité et on a pris quelques initiatives très heureuses sur les chaînes de valeur. On peut encore leverager là-dessus, comme on l'a fait sur l'automobile, comme on a commencé à le faire sur l'aéronautique. Et on peut le faire sur le textile, on peut le faire sur pas mal d'autres secteurs si on prend vraiment le virage du cluster, mais ça veut dire l'accompagnement, ça veut dire les mécanismes de formation. On a besoin aussi de former nos équipes sur la partie RSE, je pense que ça a été cité tout à l'heure. On a pas mal d'entreprises qui sont exportatrices. Leur empreinte carbone est analysée par leurs clients. Donc, si ce risque-là n'est pas maîtrisé, s'il n'est pas connu au niveau de l'entreprise, il peut y avoir un risque de perte de clientèle, donc c'est important de le faire. Et la partie numérique, parce que ça devient fondamentalement un outil plutôt qu'un objectif en soi, d'amélioration de la compétitivité. Donc c'est important aussi de former nos équipes sur les outils numériques, de permettre à des entreprises de type PME d'avoir des accès à des solutions cloud parce qu'elles n'auront pas la capacité de tout construire elles-mêmes. Et elles ont cet avantage-là au Maroc parce qu'elles ne sont pas OIV. Nous, en tant que banque, on est OIV, donc on ne peut pas faire grand-chose dans le cloud. Et j'espère qu'avec le cloud souverain qui vient d'être lancé avec un des big tech américains, on pourra y avoir accès parce que ce sera un hyperscaler local. Mais les PME peuvent avoir accès au cloud, donc il faut les former sur ces technologies parce que ce sont des accélérateurs de compétitivité, ce sont des accélérateurs de maîtrise de risque opérationnel et de maîtrise aussi du risque cyber. Donc tous ces éléments-là, je ne vais pas les citer, chaque entreprise va les identifier selon son métier, son secteur. On sera là pour accompagner, mais c'est hyper important de se poser les bonnes questions au bon niveau et de montrer les bons mécanismes opérationnels de mise en œuvre, y compris le capital humain et la formation, mais pas que. Merci Asma Hajami. Est-ce que si Hicham ou si Zakaria souhaitait compléter l'intervention de Madame Hajami par rapport à cette question de la formation pour faire face à la gestion des risques? C'est Hicham peut-être, parce que moi j'ai beaucoup parlé, donc c'est Hicham peut-être. Ah, c'est bon. Hicham. Alors, tout à l'heure, j'ai insisté sur le capital humain, j'ai insisté sur la nécessité, en fait, surtout quand vous m'avez parlé de ce qu'on peut avoir auprès des partenaires internationaux, j'ai dit qu'il faut développer des expertises locales. Donc, effectivement, bon, ces personnes peuvent se former auprès des partenaires internationaux comme elles peuvent se former ailleurs, mais c'est fondamental de développer une courbe d'apprentissage dans une entreprise. Et quand je parle de courbe d'apprentissage, il est important que cette courbe, avec le temps,
se dissocie en fait du capital humain. C'est-à-dire que ça devient une courbe qu'on retrouve dans les process, qu'on retrouve dans la manière de faire. Et donc, après, l'entreprise, sur des sujets aussi sensibles, est moins dépendante d'une ressource ou de deux ressources. Ça prend du temps, mais c'est extrêmement important d'investir dedans, donc de former les gens et d'étoffer les équipes sensibles et de gérer tout ce qui est plan de continuité, y compris sur le capital humain. Alors, si Chab, je vous laisse la parole parce que j'ai une question qui s'adresse directement à vous. Comment une PME peut se prémunir contre les risques liés à la sécurité et quelle est la nécessité d'un PCA? Alors, quel type de sécurité? Oui, comment une PME peut se prémunir contre les risques liés à la sécurité, notamment en termes de système d'information, de data center, et quelle est la nécessité d'un PCA? Cyber sécurité, cyber. Peut-être que Zakaria répondrait mieux si c'est Bon, donc cybersécurité. oui. Euh, pour juste rebondir sur ce que disait tout à l'heure Asma, il y avait une citation que j'adore d'Obama. Il disait, si vous pensez que l'éducation coûte cher, regardez ce que vous coûtera l'ignorance. Oui, Et elle a marqué parce tout que le monde, cette citation. nous, on parle déjà, on est à un niveau, on est dans les entreprises, mais on oublie, comme disait un autre politique, on recrute les militaires chez les civils. Il faut que nos jeunes qui arrivent soient en capacité, et je pense que l'IA aujourd'hui peut faire de l'école inversée. Il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on mette notre ingénierie, qu'on se pose chacun d'entre nous. Moi, j'ai la chance d'être dans une association qui s'appelle GISR, qui travaille sur l'école publique, alors que j'ai pas fait l'école publique. Et je dis, c'est mon petit guillebat pour dire, allez, qu'est-ce qu'on peut réellement, en se posant, et ensemble on peut faire, parce qu'effectivement, le capital humain, c'est si on est le continent de l'avenir si on arrive à traiter ce point. Sinon, on passera à côté de tout. Quand on voit aujourd'hui qu'on est toujours, quand on est dès qu'on parle financier, on est à l'inverse de ce qu'on est en ressources humaines. Alors qu'il faut que nos ressources soient notre capital humain. Vous savez, quand vous êtes dans le désert, avoir de l'eau ou avoir de l'or, il vaut mieux avoir de l'eau. Ben nous, on a l'eau dans le désert et on ne sait pas le valoriser. Je crois qu'il va falloir qu'on se bouge. Sur la partie cyber, quelque chose qui est intéressant, donc, et ça aussi, c'est pour ça que je dis, quand on est un peu curieux, moi j'ai la chance de croiser maintenant une future licorne, une start-up dans laquelle il y a un Marocain qui ont développé, qui s'appelle Naouris pour ne pas la citer, qui ont développé aujourd'hui une technologie disruptive qui permet de décentraliser la data et donc d'éviter que la data ne sorte. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un cloud souverain, c'est-à-dire que vous êtes une banque, toute votre data est chez vous et on vous permet de vous protéger, donc ils viennent du monde militaire, et ce type de technologie permettrait au continent africain d'être dans la disruption. Parce que lui, quand il est rentré, il a dit, moi je vais faire mon guide vague en tant que diaspora. Donc pour l'instant, il bosse aux États-Unis, aux Émirats, pour l'instant, il est en train de venir, et je pense que c'est ce type de technologie qui peut nous faire vraiment des leapfrogs pour dire, ben voilà, le monde centralisé est dangereux. On l'a vu que dès qu'une boîte est bréchée, ben, ça a un impact partout. Donc la décentralisation est un élément avec la blockchain, et on le voit, le Maroc est en train d'aller vers la nouvelle monnaie. Donc il y a une ouverture qu'il va falloir appréhender. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, dans la continuité, il va falloir effectivement se poser la question, c'est quoi aujourd'hui ma cartographie des risques? Comment je vois aujourd'hui mon business? Quels sont les éléments qui pourraient demain m'arrêter? Parce que parfois, moi, si je suis dans un commerce où c'est plutôt la chaîne d'approvisionnement qui est importante, ben, je vais plutôt m'occuper de ça. Si demain, j'achète dans une devise, donc les risques ne sont pas toujours les mêmes, mais effectivement, si on est dans la partie, je suis digital et je pense que j'ai un risque si mon activité s'arrête, ben, la première des choses, c'est s'entourer, d'aller voir des experts pour dire, voilà, quel est aujourd'hui sur un plan de vue continuité d'activité IT, qu'est-ce qu'il faut appréhender, c'est quoi le SMIG à faire, et après vous avez les étages. Donc déjà, aller prendre des... Pardon? Y a-t-il aujourd'hui un référentiel des risques génériques pour les entreprises? C'est une question qui nous est posée également par un participant. Il y a les, si on appelle, il y a les, c'est-à-dire que quand vous dites les risques que vous avez aujourd'hui, on peut appréhender, est-ce que vous êtes
compliance ou est-ce que vous êtes bien protégé, ce qu'on appelle la norme ISO 27001, vous avez des normes 22701, donc vous avez des normes spécifiques. Vous avez aussi des normes sur la continuité d'activité. Donc, vous avez effectivement une norme qui ne gère que le PCA. Et vous avez une norme qui est beaucoup plus large, qui est la 27001, qui gère plutôt la qualité des process IT dans votre entreprise. Et donc, quand vous êtes par exemple une entreprise qui fournit des services IT, le fait de dire que je suis certifié 9001 dans mes process, mais aussi 27001, ça veut dire que demain, votre data, elle est compliance à la SCNDP, donc on ne l'utilise pas, donc qu'on protège, qu'elle est cryptée. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui font que votre information est protégée. Votre actif, on l'oublie, votre actif immatériel est protégé. C'est pour ça que ce que disait Esma, c'est-à-dire que quand je suis une PME, le minimum, c'est de dire je mets déjà dans le cloud ce que je peux mettre parce que laisser dans mon PC, s'il se fait voler, je peux tout perdre. Donc déjà, ça vous permet d'avoir une copie. Je dis, demain, quand on aura des clouds souverains ou quand on utilisera des technologies comme Nauris, on pourra avoir d'autres solutions. Et après, vous avez le bon sens. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous mettez votre PC et vous copiez tout sur votre téléphone et vous mettez les deux dans le même endroit, si on vous pique les deux, vous n'avez plus rien. Donc il y a des choses de bon sens pour dire si je veux dupliquer, je duplique dans un autre endroit. Si effectivement j'ai des informations sensibles, je vais peut-être pas mettre le mot de passe, la naissance de mon fils, je vais mettre quelque chose de peut-être de plus costaud. Donc et on revient à ce que je dis toujours, le vrai danger aujourd'hui en matière de cybersécurité, c'est ce qui est entre le PC et la chaise, c'est toujours l'humain. Et donc et c'est pour ça que moi j'ai toujours aux entreprises publiques, à nos gouvernants, à l'élite, on a une responsabilité de protéger les petites entreprises contre elles-mêmes. Parce que très souvent, on oublie, vous savez, quand il y a quelque temps, des entreprises aux États-Unis ont été attaquées, hackées, et qu'elles étaient dans la chaîne de commandement, notamment sur la livraison de pétrole, ils ont failli bloquer tout le pays. Et il y a une loi qui est sortie en disant les entreprises qui ne se protégeront pas, qui ne pourront pas dire qu'elles sont certifiées, maintenant on l'a lancé avec maintenant les banques, beaucoup d'entreprises dites sensibles font des audits annuels et rendent compte à leurs régulateurs pour dire aujourd'hui vous êtes trop sensible pour dire c'est mon actif, je fais ce que je veux. Non, le régulateur maintenant commence à rentrer chez vous et vous dire vous êtes une entreprise, même si vous êtes une PME, vous êtes dans ma chaîne de valeur, vous opérez et donc vous êtes obligé de faire des audits externes ou d'avoir tel type de matériel, etc. Et donc je pense que c'est là où le public peut devenir donner la voix et accompagner les entreprises à se protéger. Maintenant, bien sûr qu'il faut des subventions, il faut des financements pour accompagner, protéger, parce qu'avant que ça devienne un investissement, c'est effectivement un coût financier, même si c'est un investissement. Et c'est là où il va falloir mobiliser nos banques. Donc là, on a une banque avec nous et tout l'écosystème, parce qu'effectivement, il y a pour connaître un peu ce pan, beaucoup malheureusement de PME, TPE sont encore convalescentes après le Covid. On a l'impression que le Covid, c'est très loin, mais quand vous êtes tombé 6 mois, 1 an et demi, que vous étiez déjà avec des faibles ressources en capitaux propres, vous êtes toujours convalescent. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit là aussi innovant pour voir comment, pour ceux qui sont smart et sérieux, donner des crédits sur ce qu'on appelle sur le business à venir, comme un peu fait un peu la CCG. C'est pour ça que parfois la banque a besoin d'autres opérateurs pour pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, vous donner l'argent public, parce que c'est pas leur argent. La banque, elle opère avec notre épargne et donc elle est dans son rôle de gérer cette épargne de façon en bon père de famille. Alors justement, on va peut-être demander une réaction à Madame Ajamil. Ouais, peut-être juste pour compléter un petit peu, mais vraiment accessoirement ce que vient de dire Zakaria. Quand on parle de cartographie des risques cyber, bien évidemment, il y a les référentiels internationaux. Zakaria en a parlé, ISO 27001, ISO 27005, le NIST CSF aussi. Mais on n'est pas obligé d'appliquer tout ça, parce que c'est des batteries très larges et très sophistiquées pour certaines d'entre elles, qui ne s'appliquent pas forcément à sphère de la PME, parce qu'elle n'aura pas les moyens de mettre tout ça en place. Et je pense que c'est plutôt qu'aller regarder tout le référentiel, s'inspirer de l'esprit du référentiel et de comprendre qu'est-ce qu'il est en train d'adresser. Et on a 4 natures d'impact majeurs qui sont ciblées par les risques cyber. On a la disponibilité,
parce qu'il faut avoir de la haute disponibilité avec de la résilience. On a de la fuite d'informations, on a de la fraude interne et externe, et on a les pertes financières qui sont induites par n'importe quel risque cyber. Il peut se matérialiser par des attaques de nature différente. J'ai des chiffres ici, ils sont glaçants sur qu'est-ce qui touche le Maroc en termes de chiffres. Le Maroc est le premier pays africain en 2023 à être touché par des trojans bancaires et stealers. Premier pays africain. Deuxième pays africain ciblé par les attaques de type ransomware en termes de statistiques. 15e pays au monde ciblé par les attaques cyber. 15e pays au monde. Je pense qu'on a ce classement nulle part. Peut-être au foot. Je suis pas sûre. 52 millions. Ouais. 52 millions d'attaques cyberattaques, d'attaques cyber en 2023. 52 millions qui ont touché le Maroc. Donc 40 millions par adresse mail, par phishing et par adresse mail, et 1,6 million par URL malveillante, et 3,7 millions par malware sophistiqué. C'est énorme par rapport à notre dimension. 2022, quasiment 70% des attaques, c'est des attaques DDoS. Et celles-là, elles touchent aussi les PME. Parce que même si elles ne sont pas hyper attractives en termes de récupération financière, elles sont touchées par ces attaques. Donc, chaque entreprise doit dire, par rapport à cet échiquier-là, et par rapport aux impacts, disponibilité, résilience, fuite d'informations, fraude interne et externe, quel est mon niveau d'exposition et quels sont les moyens de mitigation que je mets en place pour pouvoir traiter cela. Un des moyens importants qui permet aux PME, qui n'est peut-être pas permis à toutes les entreprises, notamment les grosses entreprises, c'est le cloud. Mais pas que. Pas que. Aujourd'hui, on peut avoir des offres middle market sur le marché marocain qui permet à des PME marocaines d'avoir accès à des solutions de sécurisation, des fois en mode servicing, en mode packagé. Moi, je les invite vivement pas à aller chercher une solution, plutôt à avoir cette très forte sensibilité à ces risques-là, d'en prendre pleinement connaissance, de mettre le curseur là où il faut par rapport à leur exposition. Est-ce qu'ils ont des services exposés sur Internet? Peut-être pas. Est-ce qu'ils gèrent de l'information privilégiée? Comment ils veulent la protéger? Parce que des fois, c'est le patrimoine de l'entreprise dont il est question. La fuite d'informations, ça peut faire très mal. Donc, tous ces éléments-là, c'est vraiment une démarche pragmatique. Utiliser le digital, c'est très bien, mais le digital, plus on l'utilise, plus il faut se sophistiquer la protection qu'il y a derrière. Donc, il faut l'utiliser en ayant aussi les moyens de se protéger. Et ma foi, le plus important dans tout ça, c'est le niveau de sensibilité au risque au plus haut niveau de l'entreprise pour mettre le curseur là où il faut en termes de protection de l'entreprise contre les attaques externes. Merci Asma Jami pour cette précision. Une question maintenant qui intéresse particulièrement Hicham Bouarba, c'est est-ce que l'approche par processus de l'entreprise est la meilleure approche pour établir une cartographie des risques? Voilà la question de l'un des participants à ce webinaire. Alors, pour avoir une cartographie des risques, effectivement, il faut aborder le sujet par processus. Et il faut toucher, alors si je parle par exemple des risques que j'ai décrits tout à l'heure, les expositions aux variations des prix sur le marché international, que ce soit devises, taux d'intérêt ou matières premières, il faut aborder chaque fonction de l'entreprise et voir son implication dans le risque et comment elle est affectée par ce risque. Alors je m'explique. Si je devais en fait aborder la typologie de risque d'une entreprise, il y a le point de départ. Ok, bon, je suis une activité minière, j'exporte par exemple, et donc je sais que la baisse de la devise va m'affecter et la baisse des prix des minerais ou des métaux que j'exporte va m'affecter. Ok, bon, ça c'est le point de départ. Après, je dois rentrer dans le détail pour voir comment sont formulés les contrats entre moi et mes clients et comment je vais aborder le prix de ce que je vends. Comme dans une entreprise importatrice, je vais aborder en fait comment sont formulés les prix de la marchandise que j'achète. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une corrélation entre ces prix et le cours de change? Auquel cas, ça m'apporte ce que je peux appeler un hedge naturel qui est privilégié. Et donc, quand je m'attaque à ce point-là, après, je vais voir ma politique concurrentielle. C'est-à-dire que si j'ai une évolution de marché dans un sens ou un autre, comment elle va affecter mes prix de vente et comment va affecter, en fait, comment vont se comporter mes concurrents dans le marché.
Et donc, tous ces éléments permettent d'affiner la lecture de risque et d'aboutir avec du bon sens à quel est le comportement à avoir face à ce risque, à partir de quand je dois le couvrir, qu'est-ce que je dois défendre, c'est-à-dire quelle référence de prix je dois défendre. Et donc, en fait, à partir de là, j'installe en fait des process qui me permettent de piloter le risque et d'avoir cette conduite de la gestion de risque, en fait, qui soit d'abord par des actions internes pour réduire l'exposition et après des actions, ce que je peux appeler externes, ça veut dire le recours à des instruments financiers. Et donc, en fait, il y a toute une démarche que je dois adopter qui me permettra de m'assurer que ce que je fais va dans le sens de la réduction de mon risque et que l'aboutissement est de renforcer mon entreprise en termes de résilience par rapport aux marchés internationaux dans son environnement de travail qui est un environnement concurrentiel. Quelqu'un souhaite éventuellement réagir aux propos de Siham? Zakaria, j'ai une question également pour vous. Moi, je Vas-y, voudrais, pose ta question. je voudrais Vas-y. juste compléter, je voudrais juste compléter par rapport à ce que vient de dire Hicham, et je suis totalement alignée par rapport à ce qu'il vient de dire, effectivement. D'ailleurs, nous, on a eu un sujet, même pour l'entreprise et avec le régulateur là-dessus, pour dire est-ce que le risk assessment se fait par activité ou il se fait par processus? Et souvent, les activités ne sont pas génératrices de risque par elles-mêmes. C'est les processus métiers, c'est les interstices, c'est les interfaces entre les entités qui sont génératrices de risques, porteuses de biais, des fois juridiques, réglementaires, commerciaux, avec les litiges qui peuvent survenir, etc., etc. Et l'enjeu le plus important, c'est pas de faire une cartographie à 1000 processus pour les entreprises, c'est vraiment d'aller se focaliser sur les processus les plus porteurs de risques. Le track record le montre, mais aussi la capacité à anticiper et à modéliser un risque. De dire quel est le risque intrinsèque qui est porté par ce processus-là, qu'est-ce que je mets comme moyen d'atténuation du risque, et finalement, quel est le risque résiduel que je vais continuer à porter, parce que le risque zéro n'existe pas. Cet exercice n'est intéressant que s'il est itératif, incrémental et apprenant. Parce qu'on ne peut pas avoir tout le scope en train de mitiguer en même temps. Il faut à chaque fois qu'on ait sécurisé une partie, une nouvelle partie à faire améliorer. On voit comment le digital et comment les big data et les modèles prédictifs peuvent nous permettre aussi de couvrir un certain nombre de risques. Et on ne peut pas tout couvrir par la supervision managériale. C'est impossible. Il faut que la technologie, les organisations, que les mitigations par design, des processus par design qui sont sécurisés, permettent à l'entreprise, quelle que soit sa taille, de fonctionner dans un environnement de contrôle raisonnable, proportionné au risque qui est pris et à l'impact du risque résiduel qui va rester vrai, parce que le risque zéro n'existe pas. C'est simplement mon complément par rapport à la question de l'approche par processus qui est clé, mais il faut qu'elle soit itérative, incrémentale et apprenante. Zakaria, vous souhaitez éventuellement compléter également l'intervention de Madame Ajami? J'allais reprendre, comme il a dit lui, donc ça me va, parce que j'allais juste repréciser, mais c'est exact. J'allais pas rajouter quelque chose je confirme. Voilà. Alors, moi, j'ai une question pour vous en revanche. Quels sont, selon notre intervenant, les principaux obstacles que vous observez dans la mise en œuvre de cette approche proactive de la gestion des risques, Zakaria? Les obstacles. Ouais. Vous savez, il y avait une fois, il y avait dans une salle, on invite un coach et il rentre, il dit, savez-vous quelle est la personne que vous ne voyez pas dans cette salle? Et tout le monde regardait à droite, à gauche, et il dit, c'est vous-même. Le vrai problème de beaucoup de chefs d'entreprise, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent tout faire tout seuls. C'est pas possible. Donc, le vrai danger, c'est d'avoir l'humilité de dire, je ne peux pas tout faire. Je suis ingénieur, je suis commercial, je fais ce que je veux, mais je peux pas être, je peux être chef d'orchestre, mais je ne peux pas être l'orchestre. Et une fois qu'on a compris ça, même dans une PME à 10 personnes, c'est 10 personnes. Je ne peux pas remplacer tout le monde, sinon je m'épuise. Et à un moment donné, ça ne marche plus. Donc, le premier obstacle, c'est dire, je suis important, mais je ne suis pas indispensable. Je suis le leader, donc je dois être au service des autres. Et c'est je pense, c'est cette culture qu'il faut avoir. Et moi, s'il y a vraiment quelque chose sur lequel, personnellement, que ce soit dans ce que je fais ou quand je regarde autour de moi, c'est
militer pour que nos entrepreneurs ne soient pas uniquement résilients, mais soient dans l'antifragilité. Et j'ai vu tout à l'heure, en préparant et il y a quelques jours aussi, que ce n'est pas encore dans notre culture. C'est-à-dire que moi, quand il m'arrive quelque chose, je veux revenir comme avant. Mais pourquoi? Ce qui m'arrive ne me fait pas grandir, on le dit. Dans notre culture, on dit ce qui ne tue pas fait grandir. Mais finalement, quand on a une crise, on n'en tire pas les enseignements. Et donc moi, je pense que le vrai obstacle, c'est qu'on a peur de dire que le risque va me faire grandir et que je vais aller vers quelque chose peut-être que je ne croyais ne pas connaître, mais finalement, je vais me retrouver mieux parce que je suis mieux préparé, parce que j'y vais pas tout seul, parce que j'ai des équipes, parce que je me suis mis dans une posture où maintenant mon banquier va me dire ce qu'il faut faire, mon expert comptable, mes partenaires. Donc la vraie clé, c'est ne pas avoir peur de diversifier ses clients. Moi, j'avais un pote à moi, il me disait toujours, Zakaria, quand on monte un business, quand on veut faire n'importe quoi, regardez tous les gens qui sont que pétroliers, avec le choc, ils ont failli tous mourir. Maintenant, l'Ukraine leur a donné un peu, mais pour combien de temps? Donc, effectivement, diversifier ses clients et ses fournisseurs. Après, les mettre en partenariat, c'est important, mais ne pas avoir un seul client, un seul fournisseur pour rester dans ce plaisir de collaborer, innover et ne pas avoir peur d'innover en temps de crise. C'est parce que c'est compliqué qu'il faut innover. Très souvent, quand c'est compliqué, on se renferme ce soir. Non, c'est souvent l'occasion. Et je l'ai donné tout à l'heure, Maroc Télécom a amélioré ses infras en 4G parce que les gens étaient chez eux. Elle a fait un leapfrog et a pris une dimension sur l'Afrique encore plus importante grâce au Covid. Et bien sûr, renforcer la flexibilité de mon entreprise, et elle passe toujours, on va revenir, former mes équipes pour qu'elles soient toujours dans l'antifragilité, toujours en disant, ce problème, c'est pas un risque pour moi, c'est une opportunité. C'est vraiment, si je devais résumer un peu mon idée, c'est une crise, un risque, c'est une opportunité, parce qu'il m'amène à m'améliorer, parce qu'il m'amène à voir les choses différemment et bien sûr à anticiper. Si Hicham, vous partagez ce point de vue concernant notamment aussi les obstacles par rapport. Je vais juste le compléter, en fait, parce qu'on parlait de l'échelle de la PME et la TPME. Aujourd'hui, nous, en fait, ce qu'on voit, ce sont des obstacles plus de ressources. C'est-à-dire que on n'arrive pas à allouer de nouvelles ressources à la gestion de risque à part entière. Et donc, en fait, on va porter ça sur des ressources existantes qui sont déjà, entre guillemets, sous l'eau. Et donc, forcément, on va pas dédier en fait le temps, les jours hommes nécessaires à la conduite de cette gestion de risque et donc elle sera pas parfaite et on se donnera pas les moyens. Tout à l'heure, Zakaria a parlé d'investir, mais en fait, on se donnera pas les moyens de recruter des gens pour le faire parce que quand on va mesurer le pour et le contre, en fait, dans la balance, des fois, économiquement, c'est pas justifié. En tout cas, en première lecture, c'est pas justifié. Et donc, c'est ce qui condamne la PME, TPME, souvent d'être dans une mauvaise gestion ou en tout cas une gestion faible de ce type de risque parce qu'elle va pas se donner les moyens et parce que économiquement, des fois, c'est pas justifié de recruter des ressources avec une bonne expertise uniquement pour ces éléments-là. Donc, il y a certainement d'autres moyens de le faire, d'externaliser cette gestion, mais là aussi, en tout cas, ça a des coûts. Donc, en fait, c'est la combinaison entre le coût et la volonté de le faire porter par des gens qui sont déjà dans des activités bien remplies qui devient un frein. Merci, Si Hicham. Asma, Jamy, j'aimerais avoir votre point de vue sur ce qui vient d'être dit par Si Hicham et Si Zakaria concernant justement les principaux obstacles. Moi, je confirme, je pense que l'essentiel a été dit. Peut-être si on dézoome un petit peu par rapport à tout ça et on voit un peu les différentes contraintes auxquelles sont soumises les PME, souvent des contraintes de croissance, des contraintes aussi de coût, le coût du recrutement, le coût de la formation. Et je pense que le danger majeur auquel peut être exposée la PME, c'est que si elle reste
dans un logiciel tendanciel par rapport à ce qu'elle a et ce qu'elle veut faire et comment elle veut l'évoluer, c'est-à-dire faire évoluer les revenus, continuer à maîtriser les charges, etc., en face de risques, notamment industriels. Et un des risques industriels, peut-être la PME ne le voit pas tout de suite, mais qui va être une des révolutions industrielles majeures qu'on va vivre, c'est le GenAI. C'est les LLM et c'est l'IA générative. Et je dis pas qu'il faut qu'elle investisse dans le GenAI. Je pense que déjà, il faut que les grandes entreprises le fassent, montent la voie, qu'il y ait du simple ou slim LLM qui se met en place pour mettre à disposition de petites entreprises pour avoir accès à cela. Mais fondamentalement derrière, ce que je veux dire, c'est que changer de logiciel et adopter une autre manière de faire du logos dans la tendance d'évolution du business va devenir clé. Et ça passait par de l'investissement dans le capital humain, l'investissement dans la vision stratégique et dans la compréhension des chaînes de valeur, l'investissement de ce que les ruptures industrielles ou compétitives ou numériques peuvent apporter. Et ça, c'est vraiment le leadership de l'entreprise qui peut l'apporter. Donner aussi le droit à l'erreur, parce que souvent, malheureusement, dans nos géographies, on n'accepte pas le droit à l'erreur. On attend qu'un projet soit établi, abouti à 1000% avant de le lancer, alors qu'un des principes même de l'agilité, de la créativité, c'est donner un peu de champ, je dis juste un peu de champ, à la prise d'initiative, au risque d'erreur, et quitte à se reprendre et à corriger. Il ne faut juste pas commettre les mêmes erreurs. Ça, voilà, ça c'est vraiment un changement de logiciel. Et d'ailleurs, c'est pas que la PME, c'est aussi les grandes entreprises. On essaie de mettre en place des factories, de mettre en place l'agilité, les squads, les tribes, etc. Mais fondamentalement, l'esprit de donner cette capacité à se tromper pour mieux performer par la suite est fondamental. Et c'est un des meilleurs leviers d'apprentissage. La formation, c'est très bien, mais l'expérience et l'expérimentation est un des meilleurs leviers d'apprentissage. En anglais, let's go. Lâcher prise, donner la main, ne pas considérer qu'on maîtrise tout, qu'on doit tout contrôler. Malheureusement, on a ça un peu dans notre culture marocaine et on gagnerait à le changer pour laisser plus d'initiatives au talent, plus d'initiatives à l'expérimentation, à la prise de risque bien mesurée, mais qui peut être heureuse. C'est ce que je voulais rajouter. Juste Karim, si tu permets. Week-end aussi. Hein. Karim, juste si tu permets un point, peut-être qu'on n'a peut-être pas abordé, mais qui me paraît important. Il faut mettre beaucoup pour appréhender la gestion des risques du féminin. Et moi, j'aime bien cette citation de l'ancienne patronne du FMI. Elle avait dit, si Lehman Brothers était Lehman Sisters, on n'aurait pas eu la crise. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, dans beaucoup d'administrateurs indépendants, on commence à mettre du féminin, pas pour faire joli, mais parce que on n'est pas câblé de la même manière et parce qu'il y a une appréhension différente. Et je pense qu'on ne le dit pas souvent. Je suis content qu'on soit déjà, même si on est 2 et 1, donc si on compte, on est donc là, on devrait équilibrer. Mais je crois que c'est très important de rappeler aujourd'hui que dans nos espaces, dans nos prises, dans nos décideurs ES, il va falloir effectivement qu'on remette un peu plus féminin parce qu'on est à 50-50 et on voit qu'on parle de 10% à 18%, déjà 18% je crois dans la population active et dans les décideurs, on est encore à des chiffres très très bas. Donc c'est pas une boutade, c'est vraiment une réalité auquel je crois beaucoup. Je suis dans un collectif Réseau Femmes qui travaille sur cette thématique et je pense que quand on ouvre aujourd'hui ce type de thématique dans cet esprit où on va sortir de entre-soi, parce que quand vous êtes entre mecs, ben, c'est pas la même chose. Ben, quand on est dans des endroits où on s'ouvre à l'autre, et notamment je dirais au féminin, ben, je pense que le leapfrog, on va le faire beaucoup plus vite. Et je crois que c'était peut-être intéressant de rappeler, parce que très souvent, on va chercher midi à 14h, alors que très souvent, il faut juste donner à chacun la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice. Asma Jami, une question également concernant l'intelligence artificielle. Selon vous, peut-elle aujourd'hui améliorer l'efficacité des pratiques actuelles de gestion des risques dans l'entreprise marocaine? Je pense que Asma Jami nous a quittés momentanément. Alors, écoutez, il nous reste 5 minutes. 5 minutes donc pour conclure cette thématique, ce webinaire. Je vais vous la poser à tous les deux pour le moment, en attendant peut-être que Asma Jami nous rejoigne. Comment, selon vous, ici Hicham,
la gestion de risque permet la création de valeur. Asma est en train de revenir. Tu veux toujours parler de l'intelligence artificielle? Alors, on peut parler sur l'intelligence artificielle le temps que Asma Jami se reconnecte. Ok. Selon vous, pourquoi pas? Comment l'intelligence artificielle peut-elle améliorer l'efficacité des pratiques actuelles de gestion des risques? Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'utilisation en fait du digital pour la gestion des risques. Aujourd'hui, ce digital s'appuie énormément et de plus en plus sur l'intelligence artificielle parce que ça permet en fait de pousser certains process et de certaines récurrences en fait d'algorithmes. Et aujourd'hui, en tout cas, en gestion des risques sur le marché de capitaux, l'intelligence artificielle est devenue vraiment un pilier du digital et il est extrêmement utilisé. Alors, je vous pose maintenant la dernière question, hein, puisqu'il nous reste 4 minutes dans ce webinaire pour Zakaria Fahim. Karim, excuse-moi, désolée, j'ai eu une déconnexion, je m'en excuse, mais juste pour rebondir sur le dernier point, si tu permets, c'est possible? Allez-y, bien sûr, allez-y. Oui, moi je pense que dans la partie IA, il y a deux éléments importants à distinguer. Il y a la partie IA tout court avec tous les modèles enfin, modélisation, modèles prédictifs, etc. Et puis la partie GenAI qui est un peu la partie Large Language Model. Sur la partie IA, à partir du moment où on a su collecter suffisamment de data et sur des sujets purement quanti, hein, je ne parle pas des sujets quali. Les sujets quali, ils ont une autre approche. Sur les sujets quanti, effectivement, les modèles algorithmiques donnent énormément de puissance et ça, on le voit hein, sur les modèles modélisation de risque par groupe homogène, par occurrence. On arrive même des fois, vous savez, à prédire un comportement irrégulier d'un paiement de crédit. On arrive à prédire le churn, même l'attrition client, on arrive à la prédire. On voit donc ça se modélise parce que l'algorithmique, elle est extrêmement puissante là-dessus. Elle permet de modéliser. Donc, il y a une puissance. Il faut par contre avoir de la bonne data. Il faut avoir du compute pour le faire. Il faut avoir des modèles boucles fermées d'apprentissage, qu'on appelle les machine learning et les deep learning. Parce qu'un modèle n'a d'intérêt que s'il a été entraîné et qu'il a été backtesté, qu'il a été amélioré. Et ça, c'est toute la logique algorithmique qu'il y a derrière. Maintenant, ça, c'est la puissance data et la puissance technologique de l'algorithmique et de l'IA avec les modèles. Il faut vraiment la conditionner par la capacité à maîtriser ces modèles. Et on l'a vu, la crise de 2007, il y a eu une surmathématisation des risques quanti qui ont donné lieu à une trop mauvaise estimation de risques sur certaines géographies et les modèles ont complètement dérapé. Donc, c'est bien d'avoir de la technologie, d'avoir de l'IA et des modèles d'algorithmiques qui permettent de modéliser des big data et des modèles quanti, mais il faut leur donner du sens, il ne faut pas qu'ils soient hors sol, il faut qu'ils soient vraiment ancrés dans tout ce qu'on est en train de faire. La puissance qui est apportée par la GenAI, c'est que ça va beaucoup plus loin, ça nécessite beaucoup plus de puissance de calcul, et c'est vraiment la capacité à coupler de la donnée structurée avec de la donnée non structurée, la capacité à remplacer des fois des experts et d'apporter un accompagnement très très intéressant de certaines conseillers, de certains call centers, de certains même analystes en recherche, hein, parce que c'est extrêmement puissant. Il faut juste faire attention à choisir les bonnes technologies, à ne pas créer de dépendance et à faire attention à l'éthique. Parce qu'il y a des modèles derrière, il faut regarder l'éthique du modèle derrière. Les billets existent, ils sont sociétaux, ils sont sociaux. Des fois, on les reprend dans les modèles de LLM, il faut faire attention à cela. Mais c'est une révolution qui est en train d'arriver. Il faut vraiment comprendre les sous-jacents. Et je pense que le Maroc peut avoir un rôle à jouer là-dessus, vu les compétences digitales dont on dispose, les grandes entreprises du tech qui s'implantent chez nous. On a vraiment un sujet là-dessus, d'autant plus qu'on a quand même Oracle et Amazon qui soit sont positionnés, soit se positionnent. Et si elles se positionnent, c'est pour des puissances de calcul assez importantes et significatives qui peuvent servir non seulement le Maroc, mais aussi tout le continent africain à partir d'un hub marocain. Voilà ce que je voulais dire. Je vais vous laisser le micro, Asma Jami, pour la toute dernière question. Il nous reste tout juste 1 minute. Je voudrais juste avoir votre point de vue sur cette question concernant donc la gestion des risques. Comment peut-elle aujourd'hui permettre la création de valeur? Large sujet. Effectivement, la gestion de risque permet en fait de préserver la croissance. Je prends l'exemple d'une entreprise qui arrive à gérer ses risques, toute la création de valeur qu'elle a fait avec le commercial, avec
la stratégie, les nouveaux marchés, etc. C'est hyper important, mais c'est encore plus intéressant si on arrive à continuer à capter cette valeur et à ne pas générer des risques démesurés qui créeraient une perte de valeur pour les actionnaires et même pour l'entreprise dans sa globalité. Et je prends aussi l'exemple des banques. Une bonne maîtrise des risques, comme l'a dit tout à l'heure Zakaria, c'est nous, on n'est que des dépositaires, hein. On fait de la transformation, on collecte de l'épargne, on la transforme en crédit. On est extrêmement régulé par rapport à l'adéquation des fonds propres et des équilibres structurels, avec les fonds propres prudentiels qu'on doit allouer en face de chaque crédit. Donc, mieux on maîtrise les risques, moins on a de NPL, de créances non productives, de créances en souffrance, et plus on va continuer à accompagner l'économie, à encore donner du crédit. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux dans lequel on se positionne. C'est aussi une confiance vis-à-vis des actionnaires et de la gouvernance, parce que ça donne une image, et pas qu'une image, mais une réalité d'une entreprise qui est bien gérée, qui sait gérer à la fois son positionnement stratégique, que son modèle business, que son modèle opérationnel, que sa matrice de génération de risques, et elle sait mettre les moyens suffisants pour les atténuer. Elle sait aussi définir un appétit. Et évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais on peut définir un appétit à risque sur un secteur, sur un segment de clientèle, sur un positionnement stratégique sur un certain nombre de métiers, notamment de l'entreprise. Et donc, tout ça donne une confiance assez intéressante aux parties prenantes pour continuer à donner du capital et continuer à accompagner la croissance de l'entreprise. Quand on a aussi des entreprises qui sont cotées en bourse et on fait appel à l'épargne et à des porteurs, c'est quand même des éléments extrêmement structurants. C'est pas notre cas parce que nous, on n'est pas à côté en bourse de Casablanca, mais c'est extrêmement important pour les petits porteurs de voir qu'on a investi dans des titres et dans des entreprises qui sont bien gérées, avec des organes de gouvernance qui pilotent l'ensemble des axes majeurs de l'entreprise, y compris le volet risque, qui arrivent à le mitiguer et à continuer à créer de la valeur, à la fois pour les actionnaires, pour les collaborateurs et pour toutes les parties prenantes. Je pense que c'est extrêmement vertueux de faire cela, et c'est encore plus vrai dans le secteur bancaire. Vous avez vu ce qui s'est passé dans des banques qui ont fait faillite, dont une il n'y a pas très longtemps. C'était pas forcément du risque de contrepartie, c'était des risques de bilan et des risques structurels quant à l'ALM. Et on a vu aussi Crédit Suisse juste après. Donc tout ça, c'est quand même des signaux extrêmement positifs à la fois pour l'entreprise elle-même que les actionnaires, que pour le système financier dans sa globalité, parce qu'on est un acteur clé de l'économie et on a vocation à donner confiance et à continuer à accompagner. Voilà. Merci Asma Jabi, ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes directeur général chez Société Générale Maroc. Je remercie également Hicham Bourlarba, Founding Partner chez Harris Financial, et Zakaria Fahim, Managing Partner BDO au Maroc et Head of Global Advisory, pour leur pertinence et leurs commentaires concernant cette gestion des risques en entreprise. Prochain rendez-vous donc toujours avec la Chambre de commerce britannique pour le Maroc. Donc, dans quelques semaines, avec un autre webinaire et une autre thématique. Merci à tous. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.